vendredi 21 avril 2023, le psychanalyste et membre de l'association Le Paris de Lacan, Marie-Jean Sauret, était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de son dernier ouvrage intitulé « De la politique et de la psychanalyse, passant l'amour » aux éditions RS. Bonne écoute à toutes et à tous. Bon, alors je vous présente Rémi Brassier, psychanalyste à Albi, et Sacha Dreyfus, psychanalyste à Montauban. Ça suffit. qui vont animer le débat. Je vais essayer. Merci. On les présente jamais. Merci Marie-Jean de ces présentations sobres mais efficaces qui vont nous permettre de perdre le moins de temps possible pour que nous puissions discuter de ce livre qui sort bientôt, mais que vous avez pu acheter et commencer à lire, j'espère. Ce livre qui s'appelle « De la politique et de la psychanalyse, passant l'amour » et qui reprend pour partie, en le prolongeant et peut-être même sûrement en le modifiant un peu, un séminaire qui s'est tenu en 2021 sur Zoom, qui s'appelait « Tous les symptômes ne se valent pas ». C'est l'objet du premier livre, donc ce livre est composé de 2 livres, un premier sur cette question du symptôme et un deuxième sur la question juive. Alors on s'est réparti le travail, sachez-moi, d'une manière très originale. L'un va vous présenter quelques questions sur la première partie, l'autre sur la deuxième. On commence par la fin. Et on va peut-être commencer par la fin, effectivement. Je vais juste, après cette présentation très générale, poser comme ça deux petits points de repère qui, moi, m'ont servi de balise, alors, qui vont peut-être vous servir de balise à la lecture, mais vous trouverez sûrement les vôtres. Le premier, c'est la question du symptôme qui occupe tout l'ouvrage et à propos duquel il faut garder en tête, c'est une citation de Marie-Jean, que le symptôme est le retour de la vérité dans les failles du savoir et que lui seul, le symptôme, sait et qu'il sait le réel que le savoir est inapte à saisir puisque le langage ne peut faire mieux que représenter. Alors, dit comme ça, on peut penser qu'on va très vite s'essouffler pour retenir tout ça. Mais je vous assure que quand on lit le livre, la formule complète, que je ne vais pas redire, reste en tête comme nécessaire à la lecture de cet ouvrage. Le deuxième point porte sur la question, enfin, une des questions, pour moi la question très importante de ce livre, quand même, c'est de concevoir ce qui lie le social et l'individuel. C'est une question qui est faussement simple, il me semble. La thèse freudienne de l'indistinction entre psychologie sociale et individuelle ne saurait suffire seule à répondre à cette question-là, sauf si on en fait une idéologie. Et il me semble que dans ce livre, Marie-Jean, mais comme dans beaucoup d'autres, et dans beaucoup des articles qu'on peut lire ici ou là, tu t'attaches à nous permettre de faire en sorte que cette thèse freudienne ne soit pas une idéologie, justement, en essayant, là je te cite, tu poses la question, n'y a-t-il pas une leçon à tirer de l'expérience de la psychanalyse pour l'examen du lien social, le lien social que nous habitons, si la structure du sujet est bien celle que la cure nous enseigne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ni de sociologiser la psychanalyse, ni à l'inverse de faire de la sociologie une sous-discipline de la psychanalyse.
mais plutôt, je le dirais comme ça, en reprenant un signifiant qui était très cher en ce moment, celui de la tresse, de tresser la psychanalyse et la politique, non sans relever la parenté du sujet et du lien social, notamment parce que l'écriture du discours du maître est une écriture à la fois de la définition du sujet et du lien social, de la politique. Donc, je vais essayer de raccourcir très amplement les 3 pages que j'avais préparées pour vous dire le plus simplement possible peut-être 1 ou 2 questions concernant cette première partie qui s'appelle « L'éloge du symptôme social, entre parenthèses, en politique ». Alors, l'éloge, je trouvais curieux l'usage de ce signifiant, éloge du symptôme, pourtant je l'utilise beaucoup, et je suis allé voir dans son étymologie, et j'en retiendrai la part latine de l'étymologie, c'est-à-dire celle qui a à voir avec l'écriture, plus qu'avec la louange, et il m'a semblé, notamment, il y a une équation qui réapparaît plusieurs fois modifiée dans ce livre. Il me semble qu'elle est précieuse pour saisir justement la structure du sujet et du lien social, et pour pouvoir courir très vite sur la question du symptôme social qui a fait l'objet de beaucoup de discussions à la fois dans le séminaire qui s'est tenu via Zoom et par la suite, notamment lors d'un colloque que la revue Psychanalyse y est-tu a organisé à Paris en juin, qui avait pour titre « En finir avec la psychanalyse ». Point d'interrogation. Oui, il ne s'agit pas d'un impératif, d'autres s'en chargent. Donc cette question du symptôme social, pour ramasser les choses très vite, ce qu'il faut noter, c'est que ce que traduit ce symptôme social, c'est le syntagme suivant: tout individu est un prolétaire. Pour aller contre le penchant qu'on pourrait avoir à faire du prolétaire le symptôme social. Autre précision qui me semble importante, c'est que l'individu, donc tout individu est un prolétaire, ça n'est pas le sujet, mais, pour reprendre là aussi textuellement Marie-Jean Sauret, approximativement, le sujet complété de son plus de jouir. Et l'individu, il m'est apparu que c'est un sujet privé de manque, et que c'est ce sujet privé de manque qui est un prolétaire, et que c'est ça, j'insiste, qui est le symptôme social pour Lacan. Alors, l'invention du symptôme social chez Lacan, c'est par Marx, repéré par Lacan, c'est aussi ce qui permet aux prolétaires d'élever l'individu en sujet. Ce n'est pas une assignation de l'individu à cette place-là, en lui rendant la conscience de classe, c'est-à-dire en lui donnant une chance de s'émanciper. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. En relevant, là aussi, une affirmation à laquelle je souscris tout à fait, une affirmation de Marie-Jean Sauret, qui est la suivante: que nous le voulions ou non, l'existence du discours analytique est politique. Qui m'a amené à poser une première question, qui est de savoir si, dans ce cas-là, la cure ne peut pas être considérée comme, sinon un acte, au moins un moyen politique d'en finir avec
non pas la psychanalyse, mais le problème de l'individu, à savoir le discours capitaliste en tant qu'il prive de manque. Je vais passer directement à la question de la clinique du lien social, histoire de ne pas trop prendre de temps, parce que je suis incapable de me relire, j'en rajoute chaque fois. Ce que chacun qui choisit de faire fonction d'analyste, tu nous dis, vise, c'est de servir le réel et le symptôme. C'est-à-dire de faire exister la psychanalyse. Si notre époque est une époque qui est marquée par le rejet de l'autre, ça n'est pas du simple fait que la xénophobie soit un fait humain, mais peut-être parce que le discours qui nous tient, à savoir le discours capitaliste, permet la levée de l'impossible sur la vérité et sur l'objet, et qu'il nous promet de jouir, ce qui nous conduit à une impasse, qui pourrait être dite de la manière suivante, la mise à disposition d'un grand récit, je fais référence au livre de Juan Chapoutot, qui supplante la mise en récit dans laquelle un sujet peut faire l'expérience de son extimité constitutive, notamment dans la cure. Je dis notamment dans la cure parce qu'il n'est pas sûr que la cure soit le seul endroit qui permette ça. Là aussi, c'est quelque chose à quoi j'ai été particulièrement sensible en lisant ton livre et qui m'a aidé à penser une question que je n'arrivais pas à formuler à Jacques Podleski lors de sa venue récemment. Ce qui me semble important, c'est que tout ne se vaut pas dans ce que notre époque nous offre pour répondre à la question de ce que nous sommes. Dans ce qui s'offre à nous, il y a, par exemple, la multiplicité des identités qui s'affirment dans le mouvement LGBTQ+. Alors, je ne sais plus ce que veulent dire toutes ces lettres. Cette multiplicité et ce mouvement qu'on pourrait tout à fait ranger dans la rubrique des avatars du discours capitaliste, en tant qu'idéologie ou théorie du sujet prête à porter et qui bouche le trou d'où le symptôme pourrait surgir. Mais ce que j'ai trouvé remarquable en te lisant, c'est que tu nous amènes plutôt à nous interroger sur la manière dont nous pourrions, à partir de notre expérience de la psychanalyse, contribuer à transformer l'essai pour que ce mouvement, par exemple, trouve son expression comme symptôme. C'est-à-dire que c'est plutôt un encouragement à poursuivre nos efforts. Bon, peut-être que je peux m'en tenir là et passer la parole à Marie-Jean pour que Sacha se prépare. C'est un tel parcours que... Merci, bon, Rémi. Mais à chaque phrase, je me disais, mais est-ce que c'est audible? Parce que tous les mots sont piégés, discours, symptômes. Alors, moi, dans la tête, enfin, j'essaye de faire fonctionner certains repères pour pas trop dérailler. Et le premier, ça concerne tout simplement la question du sujet. Disons approximativement que, mais c'est une approximation, c'est déjà le drame, que le sujet, du point de vue de la psychanalyse, c'est ce qui parle dans l'humain, pas sans organisme, bien sûr. S'il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas de sujet. Hein. Enfin, à part à Halloween, je crois. Mais enfin, bon, c'est une autre histoire.
le sujet, c'est ce qui parle. Alors, s'il parle, parler, c'est quoi? C'est parler à travers le langage. Ce qui le discrimine d'entrée de jeu, cette façon de parler, de toute autre modalité de communication qui peut exister dans le règne animal. Et le langage, c'est le pouvoir de symbolisation. Ce que tu as rappelé, c'est-à-dire que le symboliser, c'est représenter les choses en leur absence. Du coup, c'est pouvoir parler de choses qui n'existent pas, mais c'est surtout représenter. Et si c'est représenté, c'est rater. C'est rater le réel de ce dont on parle. Je veux dire, c'est-à-dire que le langage est foncièrement menteur. Bon, du coup, c'est ça qui pose la question de la vérité. C'est que suis-je? Et on sent très bien qu'il y a une sorte d'antinomie entre le savoir qui est produit par le pouvoir de symbolisation et la vérité qui est le rapport du sujet à ce qui échappe quand on parle. Donc c'est insaisissable. Il y a un côté comme ça insaisissable. Bon, d'où la façon dont cette question, elle saisit l'humain d'entrée de jeu. Moi, je fais une anthropologie peut-être sommaire, mais je veux dire, c'est d'entrée de jeu, le premier qui a parlé, il s'est posé la question, que suis-je? Et très vite, il fait l'expérience qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, sauf à toujours chercher à répondre. Et donc, il a très vite substitué à « que suis-je » une autre question, « qui suis-je » ? Qui suis-je ? C'est-à-dire, on remplace la question qui porterait sur une façon d'identifier le réel dont on est fabriqué à une autre qui consiste à se doter d'un être de mots, d'un moi, d'une image, de n'importe quoi qui dise tu es ceci, tu es cela. Il est psychanalyste à Albi, bon. Il y en a d'autres à Albi. Bon. Ça ne dit rien de ce qu'il est. Pas plus en Montauban. Hein. Passage, bon. Alors, ça me trouble Montauban parce que j'ai passé quelques années, disons. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les identités, le moi, les réponses qu'on se donne à la question de ce qu'on est, mais elles sont tout aussi mensongères que n'importe quoi. D'où le fait que les identités, ce qu'on appelle les identités, elles sont de structure instable. Ça, ce n'est pas une affaire moderne. C'est de tout temps, on pourrait dire. Ce que la modernité fait, c'est peut-être de foutre un sacré coup là-dedans, mais où on voit les gens chercher des stabilités solides, enfin des identités stables, disons. Et du coup, l'humain, il a traditionnellement remis, étayé cet être de mots qui est substitué à ce qu'on devrait appeler le réel de son être. Bon. Il lui a substitué un être de filiation. Je ne peux pas dire, il a inventé la généalogie, disons, pour aller vite. Je ne peux pas dire ce que je suis, mais je peux dire de qui je suis le fils ou la fille. Sauf que ça pose la question de, mais alors lui, qui il est? Ben lui, c'est le fils de Pépé et Mémé. Bon, finalement, ça n'enlève. Hein. Il y a un côté comme ça. Bon, alors je ne veux pas trop développer ça parce que ça va jusqu'au premier, le tout premier de la série. Lui, il n'a personne d'avant pour dire qui il est. Donc, vous voyez, on part d'une énigme de ce que je suis, le réel de ce que je suis, et finalement, on va le retrouver tout à fait au bout dans celui qui inaugure la série. C'est d'un point de vue logique, hein, parce que s'il y a quelqu'un avant pour dire mon enfant, alors alors le bon Dieu a un pépé. Bon. Donc, c'est voilà, les religions et les mythes se sont emparés de ce premier pour en faire Dieu, c'est-à-dire le nom d'un réel qui s'accepte de la généalogie, mais qui est le premier auquel un enfant a dit père.
C'est-à-dire que il dit ça quelque part, mais j'arrive jamais à retrouver où. Il dit que le père de l'homme, c'est l'enfant. À dire vrai, ça marche à l'envers. Bon, donc, et les religions, ben, ça donne du social à ceux qui les partagent. Là, je travaille pour la deuxième partie. Ça donne du travail à ceux qui les partagent. Et en même temps, Dieu garantit l'autorité de ceux qui vont faire fonctionner le social, mais dans tous ces registres, jusque dans la famille. Bon, je ne vais pas développer ça. Bon, ça a marché à peu près bien, on va dire, jusqu'au XVIIe siècle. Ça ne marche pas pareil dans toutes les régions, etc. Mais globalement, on peut dire que c'est la même logique. Et sauf qu'au XVIIe siècle, bon, s'invente la science moderne. Et la science moderne, c'est un dispositif qui va produire du savoir certain, réfutable, exact, ou non exact, si on peut dire, qui ne s'écrit qu'en langage mathématique. C'est-à-dire qu'il ne se parle pas. Et du coup, ça partage les savoirs entre ce savoir-là, dit scientifique, de la science moderne, hein, et le savoir existentiel qui, lui, se parle et qui continue à permettre à chacun de se demander mais que suis-je? Quel sens ça a ma présence au monde? Qu'est-ce qu'on fout là, à la veille des vacances, à Ombre Blanche, à 9h-5? Bon. Ou à 9h-5, ça paraît moins tard que si je dis 20h55, par exemple. On voit l'influence des mots et des chiffres. Bon. Et donc, ça partage le savoir en deux, sauf qu'il y en a un qui est rigoureux et qui porte sur la question de l'exactitude, qui la résout dans des chiffres, des équations, et l'autre qui est existentiel, qui s'intéresse à la question du sens, mais qui est incapable de rivaliser en certitude avec le savoir de la science. Bon, ça, et donc, on peut dire que la prétention à l'universalité des grandes religions sont battues en brèche, en quelque sorte. Bon, là, il faudrait examiner historiquement comment on va répondre à ça. Mais surtout, il y a plusieurs. Alors, il y a une conséquence que je laissais de côté, c'est que le fait de parler, puisque ça coupe le sujet du réel de ce qu'il est, j'espère que c'est assez pour dire que ça introduit du manque dans le sujet et que le manque a un effet, c'est le désir. C'est ça et que le désir, au fond, c'est à la vie du sujet ce que le métabolisme est à la vie de l'organisme. Alors, à ce premier niveau, un sujet, je l'ai dit, c'est ce qui parle, c'est ce qui est désirant. Et l'individu, par contre, ça peut être l'individu biopsychosocial, je veux dire, regardez, quelqu'un qui vous dit, et toi qui es-tu, vous lui dites pas, regarde. On a même des tics complètement fous. Quelqu'un frappe à la porte, vous dites, qui est là? C'est moi. Moi aussi, je fais pareil, je dis c'est moi, mais ça veut dire que la voix qu'on entend, surtout si c'est quelqu'un qu'on connaît, répond beaucoup plus à la question. Il ne faut pas s'emmerder à dire, rentrer dans des déclinaisons de ce qu'on est, parce que c'est infini. Donc ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'est que que je voulais rajouter juste là, puis je vais me taire, parce que c'est que la science moderne va booster, va se marier, on pourrait dire, avec le marché, et booster le système capitaliste. Or, nous n'habitons pas un système. C'est-à-dire qu'elle booste un système à un moment où on ne peut plus s'appuyer de façon universelle sur les grands récits, comme disait Lyotard, parce que c'est pas qu'il n'y en a plus, mais il n'y en a aucun qui puisse avoir une prétention à l'universalité. Bon, et puis, il y a beaucoup de gens qui disent on s'en fout. Et donc, en quelque sorte, l'humain est obligé d'inventer un discours parce que lui, il habite le langage. C'est-à-dire, tout ce qu'il approche, ça passe par cette médiation du langage. Il faut l'interpréter, il faut lui donner du sens. Donc, quand on parle de discours capitaliste, on ne parle pas du système. On parle de ce que l'humain a inventé pour que cette affaire-là, on puisse, en quelque sorte, y être adapté par le langage.
Bon, il faudrait montrer qu'à partir du moment où on traite les choses par le langage, on est foncièrement inadapté, puisque le langage rate toujours ce dont il parle, et puis il nous donne les moyens de... C'est ça le pouvoir du symbolique, hein, c'est le minimum du travail, de transformer tout ce qui approche. Et ça a commencé très tôt, hein, dans l'humanité. On considère que la catastrophe a commencé avec l'invention de l'élevage et de l'agriculture. J'ai oublié la période. Hein? Oui, non, peut-être un peu avant, mais c'est le néolithique. Ouais, chercher c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'à partir de là, ben déjà, ça y est, c'est foutu pour la biodiversité. Si on cultive, on commence à faire ça. Si on fait de l'élevage, ça y est, on est rentré dans la sélection. Ça y est, on commence. Et aujourd'hui, on est au bout du compte de cette révolution néolithique. Bon. Sauf que, effectivement, la science est venue lui donner des moyens qu'on n'avait pas jusqu'à là. Bon, ça vaudrait le coup de revenir sur la question du travail, surtout à cette époque de retraite. Donc peut-être j'y reviendrai. Je m'arrête là pour dire que le discours capitaliste, c'est un discours qui promet de résoudre par la science le discours capitaliste, hein, pas la science, pas le capitalisme, qui promet de résoudre toutes les questions par la science, aussi bien existentielle que scientifique. C'est-à-dire, il promet que ce sujet désirant, on va lui filer ce qui lui manque, on va le gaver, on va lui donner ce qu'il faut, c'est-à-dire on va le guérir en quelque sorte du désir, parce que demain c'est aujourd'hui, hein, on expliquera tout, on comprendra tout, donc il n'y a plus besoin de psychologue au passage, hein, et en tout cas de ceux qui s'intéressent à l'intelligence, on comprendra tout. Et on fabriquera tout, et on jouira de tout. Bon. Une de nos collègues, la Mireille Bruyère, qui est une économiste, insiste sur le fait que cette façon de présenter les choses, elle met trop l'accent sur la dimension de consommation. Mais à dire vrai, ce que veut le discours capitaliste, qui est à l'appui du capitalisme, hein, c'est l'anthropologie et le discours nécessaire pour que le capitalisme vive. Parce qu'un système, il ne vit pas tout seul. Elle fait remarquer que que le capitaliste, il veut, pardonnez-moi, il veut du trop et du plus dans tous les domaines. C'est-à-dire, en réalité, ce sur quoi il faudrait mettre l'accent, c'est sur la maîtrise. Et on l'a bien vu au moment de la pandémie, où il est capable de perdre de l'argent pourvu qu'il maîtrise tout. En réalité, il ne maîtrise pas grand-chose. Vous avez remarqué que c'est un système qui est complètement délétère, puisqu'il transforme le sujet à un individu complété. Il manque de rien. Il manque de rien. Alors, il manque de rien. Dans les faits, on sait bien que ce n'est pas vrai. Et la structure du sujet, elle ne change pas. Mais c'est tout bénef pour le capitalisme qui vous vend des tas de trucs. C'est jamais l'objet qui convient au désir. Donc, on revient sur le marché. Ça, c'est excellent pour la consommation. Bon, sauf les sujets qui y objectent, c'est ça le symptôme, qui résistent, notamment avec la dépression, qui, je le dis parce que c'est la pathologie peut-être la plus répandue, en tout cas en termes de déficit de la sécurité sociale pour le prochain 49.3. Ah oui, c'est comme ça que ça se traite. Oui. Alors, je ne veux pas faire de politique, mais quand même. Et la dépression, c'est une sorte d'anorexie quant aux objets du marché. Mais l'anorexie elle-même, à l'époque moderne, elle trouve un appui dans ces gavages, parce qu'on est dans cette logique-là, en quelque sorte. Donc j'ai comme ça intuitivement... Alors, c'est à ce moment-là, je me tais, c'est à ce moment-là que naît la psychanalyse. C'est-à-dire que des gens qui sont complètement embarrassés pour habiter un monde dans lequel on ne peut plus s'appuyer sur les solutions traditionnelles, ils viennent voir Freud. Et à Freud, ils lui disent que, ben, écoute, Dieu, il peut rester là où il est. Nous, on fait avec ce qu'on a sous la main, le père. Ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Bon, on peut nous expliquer tout ce qu'on veut sur la vallée de larmes, la souffrance. Il faut s'offrir ses souffrances pour le salut du monde. On a la castration.
Bon, on sait que ça manque, bon, c'est l'opération symbolique. Qu'est-ce qu'on a? Et puis, bon, les grandes histoires, on n'y croit plus, mais on en a une petite dans la tête qui est bien pratique quand il s'agit de jouir. Tout seul, à deux, bon, à trois. Je vous laisse ça, vos expériences. Et puis, à la fin, il renseigne aussi à Freud le type de solution que chacun invente pour justement nouer le singulier, c'est-à-dire les dimensions dont il est fabriqué, ce réel qu'il ignore lui-même, le nouer au social. Parce que le problème que chacun a, c'est d'habiter le social sans s'y dissoudre et se fondre dans la masse, dans un tous pareil, tous égaux, ou bien, je ne prône pas l'inégalité en disant ça, hein, mais c'est un tous égaux où on serait tous des clones fabriqués sur le même moule robotique. Ou bien, c'est le contraire, à chacun sa vérité, on ne veut pas céder sur ce qu'on est, et alors c'est le collectif qui vole en éclats. Donc la solution à ce problème-là, c'est le symptôme. Mais ce symptôme, il indexe le réel que je suis, c'est-à-dire l'altérité que je suis et que j'ignore être. Il n'y a guère que le symptôme qui sait. Voilà. Bon, j'ai essayé de retracer comme ça une espèce de premier tour. Je me tais parce que sinon, on n'aura rien à dire. Ça m'étonnerait, Sacha. Alors, je vais essayer de rebondir de manière un peu directe, puisqu'en fait, il y a toujours, je trouve, une ambiguïté à parler du discours capitaliste comme un système et comme quelque chose d'extérieur. Alors, il me semble, mais je ne sais pas de qui c'est exactement, mais peut-être de lui, que j'avais entendu un jour Sidi Escofari qui disait que c'est un discours à ce point, alors je ne sais plus le terme, mais puissant parce qu'il n'a pas de chef. Mais il me semble que dans ce que tu dis, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que déjà on dit que ce n'est pas un discours, parce que on n'arrête pas de dire le discours capitaliste, mais en même temps on dit que ce n'est pas un discours d'un point de vue strict. Donc on va dire le slogan. Mais que ce slogan, quand même, il est issu du fait que ce réel de l'être parlant, il échappe au signifiant, et qu'à partir de là, il y a quand même quelque chose qui est possible, en conséquence, c'est son rejet. C'est son rejet, c'est ce que tu vas quand même décliner par rapport à la haine et finalement à la suite, c'est-à-dire à ses déclinaisons. Mais ce rejet, il va aussi avec le fait de se l'accaparer, de le maîtriser, et finalement, la promesse de jouissance par le slogan capitaliste, il s'articule, ou en tout cas il est intriqué à la ségrégation, à l'exploitation, au scientisme. En fait, c'est cette intrication-là qui me semble fondamentale. Et la proposition, par exemple, de Pierre Bruno, de l'extraction du capitalisme de soi, c'est quand même une réponse, pour le coup là, du discours de l'analyste, à ce qui est à l'œuvre pour un sujet, mais dans la façon dont il est intriqué dans le discours capitaliste, par rapport aux conséquences que ça a pour lui dans la façon dont il est constitué. Et donc j'ai ma première question, c'est que si c'est effectivement possible, effectivement cette constitution du symptôme singulier, mais aussi l'extraction en soi de ce slogan capitaliste, c'est-à-dire de croire à la promesse de jouissance et au fait que la ségrégation, l'exploitation est une manière de traiter ce réel. Est-ce qu'il y a autre chose à offrir que le discours de l'analyste? Ou est-ce qu'il y a un propos politique à avoir? Ça, c'est une question que je te dis personnellement, parce qu'il me semble que c'est un choix personnel que tu fais par rapport à ça. Je vois parce que... Je ne vais pas répondre tout de suite à la question finale.
Mais j'aurais pu répondre en disant que... Oui, c'était... Non, j'aurais pu répondre en disant, mais il y a un trou dans le savoir, hein, n'oubliez pas. En disant que, bon, moi, je n'ai pas reculé devant un certain nombre d'engagements politiques, pour dire les choses. Mais je ne crois pas que ça soit un complément de la psychanalyse. Voilà, ça là, il y a une question sur laquelle il faudra peut-être revenir. Je vais marcher en arrière pour, parce que ça me laisse le temps de réfléchir. Hein. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle jouissance, peut-être, pour dire, parce qu'il y a sur des termes, et tu fais bien de relever aussi ce terme discours capitaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit, bon, le sujet, il parle. De parler, il est séparé du réel de ce qu'il est. Ça introduit le manque dans le sujet. Et le manque fonctionne comme raison du désir. Et qu'est-ce qui veut le désir? À dire vrai, rien. Le désir, il est causé par le manque. La question qui se pose à nous, c'est dans quoi on va investir le désir. Je vais arrêter de bouger les mains. Non, c'est mon côté italien, peut-être. Et... Hein? Je vais essayer de te faire comme ça, tenir le micro. Et on appelle jouissance ce réel, si tant est que le sujet pouvait l'attraper, s'il pouvait entre guillemets, le combler tout. Mais vous voyez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'était possible, c'est la mort du désir. Si c'est la mort du désir, c'est la fin du désir. C'est la mort du sujet. Et on en a des exemples cliniques approximatifs. Je vous disais tout à l'heure dans la dépression, mais la mélancolie, bien sûr. Bon, après, ça pose des questions diagnostiques, mais la mélancolie, l'ennui, peut-être d'un certain point de vue pour avoir avec ça. On pourrait trouver d'autres exemples où quand on est vraiment saturé, en quelque sorte, c'est plutôt le désir qui s'éteint. Et c'est assez drôle quand on a un ami déprimé autour de soi, de voir comment les gens le secouent en lui disant « secoue-toi, mais va au cinéma, va voir ta copine, prends un bouquin, regarde une série », quand justement il est malade du désir. Donc il faut qu'il parle. C'est plutôt parle. Parce que la jouissance, elle est interdite à celui qui parle. Parce que parler, c'est ce que nous faisons. Là, on fait une expérience collective d'insatisfaction. Je vous promets que vous sortirez insatisfait. Bon, ça c'est pour dire jouissance. Alors quand on dit discours, Lacan a fait une théorie du lien social. Parce que la question c'est comment on peut faire société avec des sujets fabriqués comme ça. Donc, il a examiné 4 modalités de discours. Je ne vous en fais pas la théorie. Elle distingue, grosso modo, je ne vais pas le justifier, 4 places dans tout discours. Il y a celui qui commande au discours, comme tu disais, qui est la place d'agent. Il y a l'autre auquel on s'adresse. Il y a ce que produit le discours. Et il y a la vérité au nom de quoi on parle. Bon, par exemple... Imaginez ici, voilà, on parle de psychanalyse. Au fond, on peut imaginer que les signifiants maîtres, au nom de quoi on parle, même si on ne le dit pas, ce sera Freud et Lacan. Vous voyez, qu'est-ce qui fait le fond des choses? Bon, si on parle davantage politique, on pourrait mettre d'autres... Enfin, j'en sais rien, ça dépend de chacun. Qu'est-ce qu'il met là? Et ce qui est produit, eh bien, c'est ce dont je vous annonçais à l'instant, que vous en sortiriez satisfait. C'est ce qui est produit par le discours et qu'on peut récupérer. Mais jamais le produit ne rejoint la vérité. La vérité, elle est d'entrée de jeu. Hein. Elle naît de ce hiatus qu'introduit, du fait de parler, le fait que le réel est perdu. Et que la vérité, c'est le rapport à ce réel. Donc on fait pas une analyse pour récupérer le réel de ce qu'on est. On fait une analyse, peut-être, pour s'assurer de ce partage du savoir et de la vérité, qui nous permet, à partir de là, peut-être, d'envisager les choses
avec d'autres dans un monde mieux viable, disons. Et ce qu'on appelle le discours capitaliste, c'est un discours, c'est pour ça que tous les discours reposent sur une impossibilité. Alors il y a plusieurs modalités, une modalité discours du maître, une modalité universitaire. Les universitaires, ces gens qui, alors eux, ils prennent tous les savoirs qui existent et ils mettent l'étudiant dans la position de celui qui ne connaît rien, qui ne sait rien. Moi, je leur disais aux étudiants, des fois, ça m'arrivait de leur dire, mais l'université, elle vous prend pour des cons. Et heureusement, elle vous considère comme des cons. Et qu'est-ce qu'elle produit, l'université? Des gens qui ont envie de savoir. Attention, avoir envie de savoir, c'est pas savoir. Regardez le nombre de bouquins que vous avez dans votre bibliothèque et que vous n'avez pas lus. Si c'est comme chez moi, il y en aura pas mal. Non, mais c'est... Et la vérité, en position de vérité, dans le discours universitaire, c'est là qu'il y a les maîtres qu'on enseigne. Et en général, qu'on ne nomme pas d'ailleurs à l'université. Le prof, il prend la position de l'agent, bon, un peu. Mais il est impossible que ce qui est produit, que le sujet, c'est ça le drame, qui est produit comme ayant envie de savoir, rejoigne Socrate, Platon, je ne sais rien, ce qu'on enseigne, Lacan, Freud. Il y a une impossibilité. Cette impossibilité de faire tenir ensemble le produit et la vérité, c'est dans le psychanalyse ce qu'on appelle la castration. Là, on est castré de ça définitivement. Il y a un impossible. Là. L'impossible, c'est un nom du réel. Quand les choses sont impossibles, on sait qu'on peut s'appuyer dessus. Vous voyez, quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu peux venir m'aider demain? S'il vous dit c'est possible, c'est chiant. S'il vous dit non, c'est impossible, ah ben là, vous pouvez compter dessus. Il ne sera pas là. Bon, vous ne l'attendez pas. Mais il y a un côté comme ça. Bon. Et le discours capitaliste, lui, il tourne rond. Il vous promet de récupérer le produit, d'en être gavé, etc. Alors je vous ai dit simplement, c'est qu'on est toujours frustré. On est toujours frustré. Simplement, ça entraîne des tas de conséquences là auxquelles tu fais allusion, Sacha, c'est que du coup, on se bâtit une anthropologie pour être adapté à ça. C'est-à-dire, on n'est plus des sujets de désir, mais des êtres de besoin. Enfin, disons que le besoin et le désir sont confondus, puisque on confond les objets manufacturés, ça aide à faire marcher le marché, avec l'objet perdu en réalité, jamais là, qui n'a jamais été là. Ça, on pourrait le développer d'autres façons, mais avec ce réel perdu depuis le début. Mais là, non, on fait comme si c'était là. Donc à partir de là, ça va développer des tas de conséquences. Enfin, j'ose pas trop. Il faut arriver à se penser, du coup, comme adapté au marché. Mais le marché, qu'est-ce qu'il veut? Que vous soyez efficace, rentable, entrepreneur, je ne sais pas, moi, flexible et tout. C'est-à-dire, et on finit par se penser avec ça. Ça veut dire aussi qu'on ne se donne plus d'explications. On croit que par les moyens du scientisme, on va résoudre toutes les questions, mais on va aussi réinterpréter tous les accidents qu'on a. C'est-à-dire, il y a c'est-à-dire, je sais pas moi, pour les plus âgés d'entre nous, ceux qui sont jeunes depuis très longtemps, ça me plaît la formule. Ceux-là, ils ont appris qu'il y avait des névrosés, des psychotiques, des pervers, qu'il y avait des tas de symptômes. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Je caricature, hein. Si vous suivez la logique du DSM, il n'y en a plus. Les gens, ils ont des pannes, ils ont des dysfonctionnements, ils ont des basses pressions, des hautes pressions. On pense comme une machine. Et bien sûr, on va vous proposer très vite des machines pour remplacer les humains dans le champ de la santé ou dans le champ du sujet. Alors moi, je suis d'accord en médecine, hein, s'il faut m'opérer, je ne sais pas quoi, moi, je ne sais pas trop quel cancer dans la tête, tout ce que vous voulez, que des machines, c'est plus efficace que le parkinsonien. Je marche. Je marche, et lui aussi, il sera content. Mais quand je vois, j'ai écouté ça à France Culture, on nous présente comme vraiment le sommet de cette clinique,
le fait d'arriver avec l'intelligence artificielle à compenser l'indisponibilité des médecins, les rendez-vous trop courts, le manque d'informations, par un robot qui lui a le temps, il vous écoute, et vous pouvez parler, et ça peut durer longtemps, comme ça. Et comme ça, on va pallier l'impatience qu'il y a à aller chez les médecins. Et la preuve que ça marche, c'est que les gens s'y attachent. On en a mis dans les EHPAD, et il y a des pépés, des mémés, enfin, qui ont mon âge, hein, qui ne peuvent plus s'en passer. Mais écoutez, c'est le monde à l'envers, parce qu'une psychanalyse, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est là où on rejoint qu'est-ce que ça veut dire mettre ça dehors. C'est-à-dire, mettre ça dehors, ça veut dire qu'il faut arriver, vous voyez, à restaurer la division entre l'objet manufacturé, l'objet du désir, entre le savoir scientifique, proprement dit, et les savoirs existentiels, et puis le transfert, enfin la cure, je veux dire, la conception du sujet parlant, etc. Mais le transfert, quand même, quand on fait une analyse, c'est pas pour qu'on épouse son psychanalyste à la fin, même si je sais que parfois ça arrive. Hein. Je sais bien que ça arrive. Bon. Mais enfin, en général, quand même, c'est pour qu'on le quitte. Voilà. Donc, là, il y a quelque chose qui pour dire, c'est juste pour situer que la psychanalyse, elle marche à l'envers de ce discours qui tourne en rond, en quelque sorte, mais qui nous contamine tous, hein, parce que ça m'étonnerait bien qu'on ne se surprenne pas à des moments donnés à penser, parce qu'on habite ce monde, on n'est pas en dehors de ce monde-là. Donc mettre le capitalisme hors de soi, pour moi, ça revient à ça. Alors, vous voyez, c'est ça qui m'amène à la dernière question, mais je ne peux faire que l'effleurer. Je crois que la psychanalyse, pour aller jusqu'au bout, elle rend au sujet, elle vise à rendre au sujet, mais ça, Freud l'a dit dès le début, même un peu avant l'invention de la psychanalyse, ce qu'il faisait avec Bruyère, elle vise à restituer au sujet la responsabilité de sa position, de ses actes, je vais revenir juste un instant dessus, sa capacité d'aimer et sa capacité de travailler. Parce que dans la logique du discours capitaliste, même l'amour est infecté. Puisque l'autre ne devient qu'un moyen d'acquérir un peu plus de satisfaction ou de jouissance. Et je veux dire, dans la clinique, quand même, moi, je ne suis pas sûr qu'on a tous la même, mais beaucoup de gens témoignent n'aimer que la passion. Et changent de partenaire dès que la passion tombe. C'est-à-dire que la relation, il n'y a pas besoin de la construire. Alors c'est vrai qu'ils vont sur des sites où c'est tout de suite que... Mais là, ces temps-ci, là, il y a quelqu'un qui vient me parler de l'emmerdement que lui cause le fait d'avoir été sur un site alors qu'il est... ou d'avoir rencontré quelqu'un alors qu'il est marié. Et tout d'un coup, il l'aime. Et ça fout le bordel. Et c'est vrai que l'amour... Ça met un peu la pagaille. Donc, et Lacan fait remarquer, bon, vous voyez, si la psychanalyse, bon, voilà, ça aboutit à cet effet, à la sortie du capitalisme, c'est quand même au un par un, ça fait du boulot pour nous, d'accord, mais d'abord, il faut que l'autre y vienne. C'est-à-dire quand même, il faut qu'il s'émancipe par un certain côté du discours capitaliste pour aller voir un psychanalyste. Donc on est assez piégé. C'est la raison pour laquelle il faut faire exister la psychanalyse dans le champ social, d'une part. Alors je veux juste dire un mot sur l'acte, parce que le sujet de l'acte, ça s'oppose effectivement à l'individu. L'individu, il a des déterminations bio-psycho, comment on dit, biopsychosociales, des déterminations génétiques, tout ce que vous voulez, familiales, etc. Bon, nous avons tous ces déterminations. Mais elles ne nous dictent pas ce que nous faisons d'elles. C'est ça la question. Bien sûr, je crois que Toulouse va jouer les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Ce n'est pas un scoop, je ne suis pas sélectionné à l'équipe. D'accord, ça. Ma détermination oblige. Mais ça ne dit pas ce que je vais faire ce jour-là. Peut-être regarder le match, mais ça c'est une autre histoire. Mais vous voyez, le sujet est responsable de ce qu'il fait. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'éthique. C'est pour ça que ça serait peut-être un trait qu'il faudrait relever, que le discours capitaliste est un discours sans éthique, puisqu'il veut tout ramener
à cette quête de jouissance et aux moyens d'acquérir cette jouissance, de les faire perfectionner toujours plus. Autrement dit, il ne faut pas croire que les prédations auxquelles on assiste soient des exceptions, qui auraient un capitalisme moral. Le capitalisme est immoral de structure. Enfin, il est amoral, on devrait dire. Il est amoral. Il n'y a pas de... Il n'a rien à faire avec ça. Mais par contre, dans le discours capitaliste, la prédation est le régime général, puisqu'il capture notre appétit de jouissance, ça s'appelle notre surmoi, pour nous dire, mais vas-y, jouis. Et ça a été théorisé de façon assez cynique, je trouve, par, comment il s'appelle, par La fable des abeilles, par Mandeville. Mais dans un deuxième livre, là, qui fait une dizaine de pages, assez peu connu, auquel Danny Robert Dufour a consacré un ouvrage. Il faut le lire, ça fait 10 pages. C'est effrayant de voir le cynisme avec lequel on peut dire à un moment donné, mais non, mais jouis, fais du vice-vertu. Fais du vice-vertu, ça ne veut pas dire tu as les qualités de tes défauts. Ça veut dire à quoi tu dois obéir, ce sont tes vices. Donc les prédations, et alors là on est devant un vrai problème, parce que Freud pensait que le travail symbolique, ça permettait la sublimation. C'est-à-dire tout ce qui était les pulsions, l'appétit de jouissance, tout ça. Bien sûr, il fallait en garder un bout pour animer la vie, sinon il n'y a plus de relations sexuelles, bon, l'espèce elle est assez menacée. Donc il faut en garder un petit bout, mais le reste, il faut arriver à s'en servir comme une force qui, par le travail de culture, passe dans les progrès de la science, de la religion, de tout ce qui relève, tout ce qui fait une civilisation. Or, regardez bien aujourd'hui, la prédation infecte tous les domaines qui étaient jusque-là réservés à la sublimation. C'est-à-dire que notre monde est quand même assez mal. C'est-à-dire vous tournez vers l'art, vers la religion, vers je ne sais pas quoi, tout le cinéma, évidemment la politique, n'en parlons pas. Et donc, c'est ça que ça veut dire, mettre le capitalisme hors de soi, c'est quand même dire un stop, il y a quelque chose à céder sur la jouissance. Alors, on a parlé de la jouissance. Alors, comme j'ai cette difficile tâche de parler un peu de cette deuxième partie sur la question juive, ton livre m'a fait me poser quelques questions, je dois dire. Alors, je reprends un peu en deux mots le paradigme, en fait, parce que moi, je pense que la question juive est paradigmatique. Ça n'est pas une question, c'est une question qui va s'élargir finalement sur la question de la ségrégation et l'extermination, qui n'est pas le privilège des Juifs, mais qui est paradigmatique. On peut le poser comme ça, je pense, parce que sinon et donc, tu dis la haine du Juif et la haine de sa propre faille qui conduit à l'aberration de penser en guérir en se débarrassant de lui. Donc ça, c'est ce dont on vient de parler finalement un petit peu. Et finalement, le nazisme a systématisé, a industrialisé, je vais le dire comme ça, la question de la ségrégation au point d'extermination. Et donc m'est venu en cours de lecture quelque chose, bon, parce que on va dire que ça m'est un peu personnel. Parce que tu dis ils n'ont pas réussi à en faire un déterminant biologique, les nazis, oui, ce que d'autres continuent à essayer de faire d'ailleurs. Et d'autres l'ont fait, mais effectivement, c'est un point de départ qui font qu'ils vont avoir une méthode, entre guillemets, administrative pour mettre en place l'extermination, qui est en soi quelque chose en plus, quand on le voit en détail, qui est assez extraordinaire, tellement c'est
Alors, par exemple, je prends un exemple très personnel. Pour expliquer la logique en jeu, c'est que mon grand-père a été déporté. Il n'est pas allé jusqu'en Allemagne pour une raison particulière, puisqu'il était juif. C'est qu'il a été considéré comme demi-juif parce qu'il était marié avec une catholique. Donc ça n'est pas que ses parents n'étaient pas l'un et l'autre juifs, mais c'est que de mariage, il devenait demi-juif. Voilà. Bon, je vous laisse essayer de réfléchir à cette logique administrative. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui me semble par contre plus marquante, et notamment qui me semble continuer à avoir des répercussions au niveau social, mais même dans le champ analytique, moi je trouve que ça pose des questions, c'est la question du nom juif, puisque il y a des juifs qui sont rentrés en clandestinité justement et qui ont changé de nom pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper à l'antisémitisme. J'ai une histoire personnelle. C'est ma grand-mère qui m'a raconté toute mon enfance, comment elle avait sauvé ma tante avec une tache de beurre. Donc on peut sauver un juif avec une tache de beurre, une dite juive, avec une tache de beurre. Donc en fait, elle a traversé la moitié de la France pour aller chercher ma tante, ses parents étant déportés. Et en fait, elle a fait une tache de beurre sur sa carte d'identité, sur le nom de famille. Et donc de Moïse, elle est devenue Maise. Effectivement, elle n'était plus juive. Et elle a pu passer la ligne avec ma grand-mère catholique. Mais dans la même série, j'ai mon grand-oncle qui avait des faux papiers, qui a échappé à la déportation comme ça, et qui, après la libération, a pris un nom, effectivement, qui n'était plus juif, pour rentrer dans le champ social en tant que tel. Ce qui a mis en plus... je ne vous explique pas les histoires de famille à partir de là. Mais j'en viens finalement à cette question du nom, voilà, qui est une question de son rapport au signifiant. Et il me semble que, parce que juste dans la série, il y a aussi, ce qu'on dit beaucoup, c'est ces sépultures sans nom. C'est-à-dire le fait de tous ces corps qui n'avaient pas de nom, et quand même un des grands... une des réparations, quand même, ça a été de retrouver les noms et de remettre des noms sur ces corps qui n'avaient plus de nom. Voilà. Parce que quand même, dans le processus d'extermination, c'est quand même ça aussi qui était à l'œuvre. Bon, tout ça pour dire que la question du nom, et encore aujourd'hui, hein, on voit, nous rattrape. Et pour le coup, pas que les Juifs, par exemple. Et donc, je fais juste une petite digression par rapport, parce que tu dis dans la première partie, tu fais un petit point, moi, qui m'est cher, sur le dit schizophrène. Tu parles du schizophrène en te référant à ce que dit Pierre Bruno sur la place particulière qu'a le schizophrène dans notre monde contemporain. Et il me semble que c'est un petit peu essentiel parce que Lacan, dans l'Étourdi, le nomme, non pas schizophrène, mais dit schizophrène. Il me semble que ça, c'est tout à fait précieux. Et du fait qu'effectivement, dans son assujettissement au langage, il y a quelque chose qu'il met en œuvre de façon symptomatique pour briser justement la chaîne signifiante, au point finalement de tenter d'échapper à l'aliénation signifiante. Et à partir de là, ça repose à la question du mot qui le représente, puisque finalement, brisant la chaîne, ça brise la représentation sous laquelle il pourrait être. Je vais le dire comme ça. Et il me semble que cette façon de prendre en compte les choses par Lacan, justement, de dire non pas le schizophrène, mais le dit schizophrène, il me semble qu'il y a quelque chose de précieux, et notamment quand on parle des populations, en fait des gens sous le registre de la population,
Et je me disais que s'il n'y avait pas quelque chose là à relever pour parler parfois des dits juifs ou des dits musulmans, des dits islamistes, voilà, sur cet a priori qu'on peut prendre vis-à-vis de quelqu'un qu'on désigne. Bon, ça c'est une chose. Et il me semble que le Moïse, par exemple, enfin, on n'en sait rien s'il est juif en tant que tel, hormis qu'il a un nom, effectivement, qui se réfère à ça. Ça, c'est ma première question. Et je me disais, dans cette série-là, qu'on est dans un mouvement social où, effectivement, en permanence, la question du nom est mise en exergue, quitte à venir emporter avec lui le mouvement social, si bien qu'on a de plus en plus d'articles en disant de quoi un tel est le nom, et que dans cette série-là, c'est une question sociale, hein, puisque tu la poses comme ça. Est-ce que ça ne recouvre pas... Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même du champ de la psychanalyse, du fait que ça soit insignifiant, mais insignifiant finalement qui se veut plus qu'insignifiant, c'est ce que dit Lacan par rapport à Joyce, par exemple, qu'il tente ça, d'en faire plus qu'insignifiant, et que la psychanalyse, je ne sais pas si elle œuvre à ça, mais en tout cas, sur la question de la nomination, sur la question de ce qu'est un nom, je pense qu'elle a plus que son mot à dire. Elle met au travail ça, on va dire ça comme ça, pour tout un chacun. Et qu'en même temps, il y a derrière la question sociale et la question du collectif et de la vectorisation par le collectif. Ça fait beaucoup de questions. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose qui n'est jamais blanc ou noir, mais qui me paraît pas indemne de ce que peut faire aussi la psychanalyse dans ce champ-là. Je vais dire ça comme ça. Tout ça. Je souscris sur l'importance de la question du nom, parce que c'est vrai que nous portons tous un nom et un prénom, mais qui ne répond pas plus que le reste, mais qui fonctionne un peu comme une marque, là où, quelle que soit l'histoire de ce nom, là où rien ne répond à la question de ce qu'on est. Sauf que là, il y a quelque chose qui est marqué. Et quelquefois, ça marque au point qu'on rumine. Bon, moi, j'ai un prénom. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'un collègue à qui j'ai envoyé quelque chose. Moi, je le connais, mais lui ne me connaît pas. Et il me répond, cher collègue. Bon, ça me fait toujours très plaisir. Comme mon côté féminin se voit même dans les mails. Bon. Alors, je prends les choses un peu là où je les ai laissées tout à l'heure et où tes questions me permettent de les attraper, c'est que le réel de ce que je suis m'échappe. Donc, je ne peux pas répondre à la question de ce que je suis. Bon, le nom et le prénom, à dire vrai, vous ne l'avez pas choisi, ni le nom, ni le prénom, et encore, on est dans des systèmes de parenté, on peut s'arranger. Moi, mon prénom, bon, je le dis chaque fois, j'ai dit à ma mère qu'elle n'était pas là quand je suis né, parce qu'elle n'aurait pas laissé faire. C'est pour dire, mais je suis bien content de m'appeler comme ça, à dire vrai, surtout depuis un certain borgne, bon. Et oui, ça. Moi, au moins, on remet les choses à l'endroit, bon, si je puis dire. Mais ça veut dire que au plus intime de ce qu'on est, il y a quelque chose qu'on ne peut pas attraper qui est du ex. Lacan, il dit de l'extime. Il y a une altérité qui nous habite et qui est constitutive de ce qui fait la singularité de chacun. C'est la façon d'y répondre qui donne le style à chacun et qui le pousse dans ses solutions, etc. Alors, sauf que ça suppose, il aurait fallu le montrer, qu'on ait les moyens habituels d'attraper cette altérité.
par le symptôme, en s'appuyant sur l'Oedipe, la castration, les moyens que les névrosés ont. Puisqu'au fond, la névrose, c'est la religion que les gens ont inventée, la religion privée qu'ils ont inventée, quand la religion, quand la névrose obsessionnelle, qu'est la religion, a cessé d'avoir cette portée pour tous, du pour tous. Et faute de ça, comment on fait pour répondre à la question de ce qu'on est? Donc, une des solutions, c'est de constituer des communautés de mêmes, de semblables. Et toutes les communautés ne se valent pas et ne tombent pas sous le coup de cette critique, mais beaucoup de communautés sont dites communautaristes précisément parce qu'elles ne veulent rassembler que des mêmes. Mais pour rassembler des mêmes, il faut pouvoir tracer la frontière. Et pour tracer la frontière, il faut faire supporter par quelqu'un d'autre l'altérité. Donc c'est là que, alors, c'est pas forcément un ennemi. Ça peut être un étranger, un ennemi, un inconnu, n'importe quoi, qui vient supporter cette fonction, disons, de la différence. Mais c'est un problème de logique. Vous voulez faire un ensemble de mammifères, il faut trouver au moins une famille d'animaux dont les femelles n'ont pas de mamelles. Voilà, une sauterelle. C'est ça. C'est quoi la sauterelle de l'humain? La sauterelle de l'humain, c'est ce réel qui fait de chaque humain une exception, inattrapable. C'est-à-dire que même quand vous faites l'ensemble de l'humanité, les droits de l'homme, c'est un vrai bordel, les droits de l'homme. Puisque les droits de l'homme, ça voudrait être les mêmes droits pour tous. Et heureusement, il y a des, comme Mireille Delmas-Marty, des juristes qui essayent de penser ce que pourrait être un droit qui ne nie pas le singulier. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez... je veux dire, même quand on fait n'importe quelle loi, il faudrait ne jamais avoir, comment on pourrait dire, à molester ce qui fait la singularité d'un seul. Ce n'est pas l'intérêt général, là. On n'est plus du tout dans l'intérêt général. On est dans un problème de logique qu'on ne sait pas traiter, qui est difficile à traiter, mais qui est le type de communauté, de société qu'on pourrait faire, qui serait une alternative à ce communautarisme. Parce que le problème, c'est que dans une société dite capitaliste, où de toute façon, la pénurie, le manque, le déficit sera interprété toujours de la même façon, le voleur de jouissance, ben c'est l'autre. C'est-à-dire que la xénophobie, elle est structurellement liée comme une solution à cette modalité de faire société. Et ça a toujours été. Ça a toujours été, sauf que ça a été dans des moments où, sans doute par anticipation, on aurait pu dire le dit. D'ailleurs, dans les villages, on pouvait appeler quelqu'un, pas un rassemblement, mais on sait que c'est du semblant, ça ne dit pas ce qu'il est, ça dit où il est, ça fonctionne un peu comme du semblant. Or, la communauté du temps de l'époque moderne, cette communauté qui est rivée sur une modalité de jouissance identifiée, elle est certaine. Je suis ça. Et ça entraîne des tas de problèmes. Vous voyez, je suis quand même... Parce que même qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Bon, d'accord, l'anatomie, on sait ce que c'est du mâle et de la femelle, on le sait. Mais dès que vous dites homme-femme, vous utilisez des mots, vous interprétez. Vous interprétez le fait qu'il y a deux anatomies comme si c'était une différence. On fait bien, on a toujours fait comme ça, et à partir de là, on peut se repérer. Mais ça ne dit pas d'ailleurs que comme sujet, vous allez prendre une position masculine qu'on va identifier à ceux qui font confiance au langage, qui parlent, bon. Et puis, ceux qui vont se vouer à supporter la dimension, enfin, je vais dire ça comme ça, la dimension féminine, pardonnez-moi, c'est un peu trop approximatif, mais de supporter ce qui ne se laisse pas attraper par le langage. Parce que le sexuel, chez l'humain, ben, c'est le langage qui vient à cet endroit. Hein. Donc ça fera dire à Lacan qu'en termes scientifiques, il n'y a pas d'équation qui permette de dire ce qu'est un homme et ce qu'est une femme.
Il n'y a pas de rapport sexuel, mais rapport, ça entend au sens mathématique. Mais il y a des relations sexuelles, hein, enfin, j'espère. On ne sait pas, de temps en temps. Voilà, ça c'est... bon, je dis ça parce que le détour par les LGBTQ, etc., c'est quand même que tout d'un coup, on voit que faute en récusant l'interprétation par la différence, comment on pourrait dire, de la différence des sexes, enfin, de l'interprétation par la différence des sexes, et bien à partir de là, ça devient très difficile de se positionner. Ou bien on se rabat sur le biologique, il n'y a que de l'anatomie, ou bien alors chacun peut dire ce qu'il est comme il veut. Bon, chacun est libre d'un certain point de vue. Sauf qu'il faut qu'il récupère de la jouissance pour vivre la vie, un petit peu au moins pour animer sa vie. Bon. Donc on peut dire que sans doute cette liste va s'allonger autant qu'on pourra distinguer de rapports différents à la jouissance. Mais ce qui m'amuse, enfin ça m'amuse, s'il n'y avait pas des drames humains derrière, parce que ce n'est pas toujours simple, mais c'est par exemple, alors que beaucoup de gens se demandent, mais c'est quoi une femme, qu'est-ce qu'elle a, elle, de plus que moi, pour que mon mec il se soit tiré, ou elle, pour que, ou lui, pour que manana, etc. Vous connaissez ces histoires. Qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle a qui dirait ce qu'elle est. Alors, ce qui est là, c'est assez drôle, si ça n'a pas un côté tragique parfois, c'est celui qui dit, non, mais moi, je sais bien pourquoi ça ne va pas. C'est parce que je ne suis pas dans le bon corps. Ça ira bien quand je serai dans l'autre. Et c'est vrai qu'il va dans l'autre, et là, il est certain, c'est ça. Donc, ça peut être une, entre guillemets, moi, je ne place pas là au niveau de jugement de valeur ou d'encouragement, mais ça peut être une solution pour un sujet qui arrive à se stabiliser parce qu'il a trouvé une identité qu'il a choisie. Il a investi sa démarche, il l'a choisie. Ceci dit, ça ne dit pas ce qu'il va faire de sa vie à partir de là. Il a à vivre comme... Bon, voilà. Et alors, c'est dans ce contexte-là que l'histoire du... Bon, je me suis intéressé à l'histoire du judaïsme, c'est-à-dire quand même, j'avais le sentiment que quand même, ça faisait une tapée de temps que les Juifs incarnaient cette altérité pour des tas de peuples qu'ils ont traversés. Alors, on voit le génie de Freud, d'ailleurs, qui, lui, quand il écrit Moïse et le monothéisme, si on fait de Moïse le point de départ du peuple juif, celui qui va aller vers la terre promise, Moïse n'est pas juif. C'est ça qui est le trait. C'est pour ça que Freud n'osait pas le publier pendant la guerre, parce qu'il s'est dit, avec la montée du nazisme, enfin c'était avant la guerre, la montée du nazisme, il s'est dit, ça y est, l'Église catholique qui nous aide va nous lâcher si on leur casse leurs idoles. Bon, donc puis après, il n'a pas pu se retenir jusqu'au bout. Il a quand même publié ça assez tôt. Alors, à partir, j'ai rappelé ça parce que il y a tout un temps où on peut dire mais je suis ceci, je suis cela, je suis de tel peuple, mais le langage fonctionne toujours sur ce mode où il ne fait que représenter, où c'est du semblant. Donc là, dans ce contexte-là, je crois qu'on peut dire le dit. Le dit. Le problème, c'est celui qui est. C'est celui qui dit qu'il est. Là, personne n'est à l'abri de se prendre pour ce qu'il est. J'ai entendu une émission dans laquelle il y avait 3 personnes, j'ai oublié le nom d'une d'ailleurs, que tarabustait le nom de juif, et c'était à la Grande Librairie, il n'y a pas très longtemps, et je ne sais pas comment il s'appelle, le libraire, là, leur demande, mais enfin, c'est quoi être juif? Alors là, je me suis très intéressé, je me suis dit, mais ça vient un peu tard pour moi. Et elle a répondu quelque chose qui va dans ton sens, que je trouve assez... Une a répondu, je crois, je ne sais pas si c'est une fille qui s'appelle Marie Delattre, qui a écrit un roman qui s'appelle La promesse, et une autre qui s'appelle Anne Béret, et qui a écrit La photo. Et je ne sais pas laquelle des deux a répondu, je crois que c'est Marie Delattre, qui a dit, au moins, elle dit,
je me suis forgé une réponse. Et juif, celui qui se pose la question. Mais elle est vraie pour moi, cette question, parce que c'est quand même là-dessus que j'essaye d'arriver. C'est-à-dire que tant que vous essayez d'habiller cette altérité de quelque chose, alors cette altérité, elle prendra un nom. Un nom. Si on est capable de dire le dit, ce nom reste souple. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup d'amis pour qui le signifiant juif est important. Mais c'est tout, quoi. Il est important. Encore on avait une amie qui a découvert en analyse qu'elle était juive, juive au sens de, tout d'un coup, elle se découvre des ancêtres. Et c'était une fille militante, engagée dans la lutte pro-palestinienne. Et pour elle, elle dit, mais c'est formidable ça. Ça m'a sauvé de trouver ce point d'identification. Et ça l'a renforcé dans ses convictions et dans sa lutte. Bon, pour dire. Mais il y a des tas de modalités. Évidemment, il y a tous ces juifs non-juifs. Je ne sais pas moi, de Walter Benjamin, de Marx. D'ailleurs, certains se disaient juifs laïcs. Juifs laïcs, oui. Parce que c'est quand même un terme que je n'ai pas utilisé. Mais qui est revendiqué. Enfin, qui est revendiqué. Oui. Mais alors on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Après moi, cliniquement, je me suis intéressé à partir de là, dans l'analyse, quand ça venait jouer dans la cure de quelqu'un, à la façon dont il s'en servait. Alors bon, après, il y a des amis qui m'ont dit, moi je me suis intéressé, j'ai un collègue qui avait fait son alia, comme on dit, et qui est revenu à quatrième vitesse, et à qui j'ai dit, mais écoute, je voudrais que tu m'expliques un peu comment tu comprends cet antisémitisme de toujours. Et il me dit, oui, mais antisémitisme de toujours, c'est une connerie. Il n'y a pas d'antisémitisme de toujours. Il y a un antijudaïsme historiquement qu'on peut repérer, comme il y a un antichristianisme, comme il y a un anti-islam, il y a des querelles de religion, mais là, il n'y a pas de privilège. Ce qui est privilégié, c'est ce moment où on passe d'une guerre idéologique, d'une guerre d'opinion, une guerre pour qui peut être n'importe quoi, politique, tout ce que vous voulez, à viser quelqu'un parce qu'il est cette altérité. Et là, j'ai été frappé de la façon, dans l'histoire, dans les mythes, ou dans la façon dont les gens se racontent. Par exemple, je ne sais plus chez quel historien, j'ai trouvé qu'il fait remonter chez Nabuchodonosor, je crois, le premier antisémite qui est un descendant du fils d'Ésaü, parce que dans cette tradition, le fils d'Ésaü, tous ceux qui sont nés d'Ésaü sont nés d'un viol, du viol de sa fille, d'un inceste, pas d'un viol, d'un inceste. Et alors que ça crée une et c'est à une cour en exil, où les juifs sont privilégiés, où il y a un juif qui est quasiment le premier ministre. Et ce type veut à tout prix les détruire comme peuple, parce qu'ils sont en quelque sorte la dénonciation en acte du péché qu'il serait, parce que lui, avant la lettre, il se croit. Il n'y a pas de dit là. Voilà, ça ne fonctionne pas ensemble. Mais on peut trouver des histoires comme ça. Je crois que le médecin d'Hitler, alors je ne sais pas si c'est une fiction, mais c'est un médecin qui a écrit un bouquin il y a longtemps, où il raconte que Hitler lui aurait dit que les Juifs, c'était la race sur laquelle se défendent toutes les races, pour Hitler. Alors bon, je plaisantais là-dessus en disant, il aurait dû commencer par s'apercevoir ça très tôt, si on peut plaisanter avec ça. Mais Hannah Arendt avait un peu cette idée, quand elle dit, mais les nazis, ils ont commencé par tuer, il fallait massacrer les Juifs, les communistes, les homosexuels, les tziganes,
les Noirs, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Hein. Ils ont massacré les nazis qui jouissaient de massacrer les Juifs. On ne doit pas jouir de ça. Himmler le disait. Hein. C'est pour ça qu'ils ont inventé la psychothérapie, d'ailleurs, au passage. Hein. Et notamment le gendre de Göring, ou le neveu de Göring. Il a inventé l'équitation de thérapie. C'est terrible pour nous, hein, qui aimons le cheval. Bon. Rien que pour ça, des fois, tu regardes au travers. Mais c'est vrai, si vous soutenez votre identification d'un autre qui doit supporter ce contre quoi vous vous constituez, ben si vous le détruisez, vous détruisez du même coup les frontières de votre communauté. Bon. Et sans compter qu'à l'intérieur de la communauté, pourquoi il y en a qui jouissaient, puis après, Hannah Arendt continuait, ils ont tué. Mais vous avez lu Matin Brun, vous vous rappelez cette nouvelle? Bon, c'est Matin Brun, quoi, finalement, à la fin, avec cette phrase du pasteur, dont j'ai oublié le nom, c'est terrible, Alzheimer. Hein? Oui, qui dit ils sont venus chercher les juifs, j'étais pas juif, ils sont venus chercher les communistes, j'étais pas communiste, ils sont venus chercher je sais pas qui, j'étais pas, ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Oui, mais c'est ça. C'est cette logique-là dans laquelle notre monde nous entraîne. Moi, c'est un peu le hasard. Aujourd'hui, j'ai une tribune de l'humanité parce que je me suis intéressé à des statistiques sur l'extrême droite et la présence du fascisme dans les États. Mais c'est effarant. Vraiment, le monde de la globalisation dérive vers le fascisme. Mais, enfin, moi, oui, pardon. Juste par rapport à ça, moi, je n'en suis pas sûr. Je pense que, pour revenir à la question de départ, mais qui se lie, et il me semble que Marx, donc fin du 19e siècle, et d'autres, et notamment des philosophes juifs, pensent le capitalisme intriqué à la question de l'antisémitisme et de la ségrégation. À l'époque, c'était les pogroms russes et les lois antisémites russes fin du 19e, et ils avaient l'idée de penser le sceau du capitalisme, c'est-à-dire certains de se protéger en tant que communauté, mais pas que par rapport à un autre extérieur, mais par rapport au capitalisme en lui-même. C'est pour ça que l'articulation fascisme et capitalisme, moi je pense, enfin l'intrication, on va dire ça, l'intrication, moi je ne pense pas que ça soit une montée, je pense que ça va très bien ensemble. Non, mais je vais dire en même temps, c'est une montée. Je vais essayer de dire en quoi. C'est intrinsèquement lié, je suis d'accord. C'est ce que j'essaye de montrer, c'est-à-dire comment cette altérité est mise là. Mais on ne peut pas dire que l'état du fascisme en Europe aujourd'hui n'est pas moins élevé qu'il y a quelque temps. Je veux dire, le fait qu'on voit Trump arriver, Bolsonaro arriver, les évangélistes aujourd'hui, l'évangélisme c'est la modalité du radicalisme chrétien dominant. Il y en a plus d'évangélistes que de chrétiens, catholiques et protestants. Alors que le catholicisme était grosso modo dans ce registre la religion la plus grande. Donc oui, c'est intrinsèquement lié, mais il y a une logique du discours capitaliste. C'est-à-dire que les décisions qu'il prend, ce qu'il fait, t'as l'impression, enfin, va toujours dans le même sens. C'est-à-dire, sinon, on ne peut pas comprendre comment les politiques mises en œuvre sont des politiques qui... je ne contredis pas ta thèse, hein, j'essaye simplement de dire que ce n'est pas statique. C'est pas statique. Après, Marx, je pensais que tu allais me faire une autre objection, parce que Marx, d'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il ait été traité d'antisémite à cause de cette question juive, dans laquelle la question juive, c'est le fait que les juifs demandent à l'empereur un statut. Mais l'empereur, c'est un régime chrétien, il est de droit chrétien.
Donc Marx fait... Alors il y a Bauer qui dit, je ne sais pas quoi, et Marx intervient en disant, ben, écoutez, non, si, il est beaucoup plus respectueux de la religion d'ailleurs que Bauer, en disant, mais la religion, elle est là dès que l'État déconne. Alors soit il y a des États qui sont mariés avec la religion, bon ça c'est un problème, c'est le cas de l'Empire, mais soit l'État s'est émancipé, il est laïque, et alors la religion, elle occupe, elle est, ce qu'il dira ailleurs, l'expression de la créature opprimée, avant de dire qu'elle est l'opium du peuple. C'est-à-dire, elle vient traiter un certain nombre de choses. Donc il dit aux Juifs, mais si vous voulez vous émanciper, il faut d'abord s'émanciper de l'État. D'abord s'émanciper de l'État. Et après, il y a une émancipation sans doute possible de la religion. Mais ça, moi, je caricature. Hein. Il y en a qui connaissent sans doute Marx mieux que moi. Mais le problème, c'est qu'on voit que la logique va à contrepente. Moi, et je me dis que, parce que je n'ai pas tout à fait répondu à la question politique que tu posais tout à l'heure, mais la psychanalyse devrait pouvoir donner des moyens de pas avec d'autres. Hein, parce qu'il y a la psychanalyse, mais je crois qu'il y a dans l'art toutes les pratiques de la singularité nous donnent les moyens, la poésie. Je crois vraiment que la poésie est sans doute un des ferments révolutionnaires de notre temps, si on est capable de cultiver ça, parce qu'elle est capable, avec des mots, d'inventer vraiment ce qui approche le réel avec lequel chacun a affaire. Et en même temps, elle crée du lien social, elle est capable de le partager. Bon, peut-être bien de dire ça dans une librairie. Mais donc, il n'y a pas que la psychanalyse. Mais la psychanalyse, il y a des choses qu'elle doit pouvoir amener à penser. Je prends un exemple parce que c'est... Non, c'est la question du travail. Nous, ce que nous appelons travail dans la psychanalyse, c'est d'abord le travail du symbolique. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de travail d'aucune façon qu'on l'entende si on ne parlait pas. Si on n'était pas capable de penser les choses, d'inventer les choses. Donc le travail concret, celui qui est lié à l'emploi, après tout, n'est qu'une extension du travail qui participe du travail de culture et de la constitution d'une civilisation, si on peut dire par là. Bon, Marx distinguait d'ailleurs le travail vivant, pour dire ce travail-là, du travail mort. Parce que les ordinateurs qui bossent, ou, je sais pas, ou les forces physiques exercées par des machines, c'est du travail mort. Mais le travail est vivant dans cette conception-là, il est solidaire de l'individu. Il lui appartient. Enfin, il l'est. Et c'est ça là-dessus que Marx faisait intervenir le discours capitaliste comme volant, achetant le travail contre un salaire, moyennant quoi il en fait ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'on arrive dans un monde où on croit que le travail appartient à l'autre. Il faut presque payer pour travailler. C'est complètement effrayant. Et ceux qui ont inventé la retraite avaient lié, pas la retraite, si la retraite, avait lié le travail à ce qu'était l'individu. C'est comme une qualité intrinsèque à son emploi. Il est distingué de l'emploi. Ça veut dire qu'on avançait avec sa formation, ses qualités, on se construisait. Mais quand on partait, c'était ce qui était prévu dans la fonction publique, les fonctionnaires allaient partir avec un salaire continué. Le problème de la répartition s'est posé parce qu'il y avait une génération de gens qui n'avaient pas cotisé. Bon, ils cotisaient. Mais le salaire était un salaire continué, ce qui faisait du temps de retraite un temps, non pas où on ne travaille pas, mais on ne travaille plus sur l'emploi. Et donc, on peut mettre le travail là où on veut. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle bénévolat, tout ce qui fait qu'une société est à peu près viable, mais oui, c'est du travail. C'est du travail, mais on est payé pour ça. C'est d'un certain point de vue. Par contre, bon, le privé, ça a compliqué parce qu'ils avaient dit qu'ils calculeraient ça sur 10 ans. Et puis, ça n'a jamais été possible. Bon, et finalement, le privé, pour la question de la retraite, c'est devenu très compliqué. On arrive à nous faire croire qu'il y a un marché du travail. On arrive à nous faire croire que
la retraite, c'est un salaire différé, que si vous ne travaillez pas, vous êtes inutile, enfin, etc. Je veux dire que votre valeur, elle vaut ça, que vous coûtez cher à la nation, alors que la richesse, c'est le travail, c'est ce qu'est chacun. Il n'y a pas d'autre façon de produire de la richesse. Donc, je crois que soutenir cette conception du travail, c'est quelque chose qu'on peut faire. Bon, les anthropologues l'avaient fait avant nous. Hein, je veux dire, le roi Gourand, si vous avez lu Le geste et la parole, je crois que le premier thème, c'est consacré au fait que l'humain se constitue par le travail. L'humanisation, la fonction de la main, etc. Bon, je ne vais pas développer ça. Mais... Donc moi, bon, je prends ça comme exemple, parce que ça permet de faire allusion aux retraites, où je considère que... Oui, puis je vais enfoncer le clou. On nous demande de travailler 2 ans de plus, 700 jours, bon, je laisse un peu de vacances, mais il y a 3 morts par jour du travail. 2 dans le privé, 1 dans le public. 700 multiplié par 3, 2100 morts. Et c'est l'autre qui traite le ministre d'assassin qui se fait engueuler. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Ma statistique, elle est fausse. Hein. Ce n'est pas que les vieux qui vont mourir. Mais quand même, ça veut dire que si on relance le temps du travail, on joue avec les vies. Mais pour moi, ça devrait être incompréhensible. Bon. Je vais essayer de revenir en arrière, mais pas tant que ça. Me revenait de 2 choses là en vous écoutant. D'abord, enfin, la question, premièrement, de la place de la psychanalyse dans le monde intellectuel. Tu soulignes quand même que elle tend à s'effacer comme moyen pour des intellectuels de penser l'humain. Je ne sais pas si on peut dire que c'est symptomatique. Moi, je serais même tenté de dire que c'est plutôt la disparition du symptôme qui crée cet état de fait, qu'on a recours à la biologie plus qu'à la psychanalyse pour répondre de ce que c'est que l'humain. Comment, dans ces conditions-là, qui sont les nôtres, réhabiliter dans le monde contemporain quelque chose qui fasse symptôme? Ça me fait penser au titre qu'on avait choisi à Toulouse il y a quelques années pour traiter la question du symptôme. On avait choisi d'appeler ça réhabilitation du symptôme. C'est pas tout à fait du même ordre là, mais comment, à partir de la psychanalyse, remettre en route dans le champ social quelque chose de cet ordre-là. Et l'autre chose qui me venait, je le dis très rapidement, et puis peut-être qu'on peut aussi prendre les questions, les réactions dans la salle. Hein. Donc je te pose des questions auxquelles tu peux ne pas répondre. Hein. Par rapport à la question de l'altérité, à la difficulté de penser l'altérité, enfin, tu montres bien que c'est une question de logique et que, mais il me semble qu'on invente une réponse pour traiter la question de l'altérité avec l'inclusion. On met l'inclusion un peu à toutes les sauces. Ouais. Bon, je posais la question, mais j'ai la réponse. Hein. Je pense qu'on a tous la réponse. C'est pas comme ça qu'on va traiter la question de l'exclusion. Et je pense que Dimitri veut intervenir, non? Oui, en 2 phrases, pour pas... Ce qui fait notre altérité, est irréductible à tout savoir, à tout formatage, y compris capitaliste. Donc, des protestations du sujet, il n'y a rien à faire, il y en a, il y en aura. D'autant que même ceux qu'on appelle les capitalistes, même les plus pourris, quand ils rentrent chez eux, ils veulent un bon film à la télé, un bon roman, une bonne musique, une bonne cuisine, tout ce qui est fait par les intermittents du spectacle, etc. Et qui aident à respirer. Donc il n'y a rien à faire. Le problème, c'est
c'est que l'anthropologie dominante et les idéologies dominantes, le scientisme, nous privent de l'interprétation par le symptôme. C'est-à-dire on en fait plutôt un accident, un roc, et on fait des médicaments pour tous. Mais même les médecins de la biologie la plus pure savent que à chacun sa biologie, qu'il faut s'adapter en fonction de ça. C'est pour ça que les médecins de famille faisaient ça très bien. Ils savaient à peu près ce qui pouvait marcher et pas marcher avec un tel. Il n'y a rien à faire. On n'est pas que de la biologie. Bon. Et alors, comment faire que ça te dit... Ben là, il faut des interprètes. Il n'y a rien à faire. Et là, on est mal barré, en effet, puisque toutes les politiques de santé sont faites pour tous. Donc, ça répond à la question de tous les dispositifs du singulier, ça va du CMPP au dispositif d'écoute à certains secteurs en psychiatrie, effectivement la psychanalyse, aussi bien en cabinet qu'à l'université, nourrissent des objections, puisqu'on nourrit celui qui va dire « Ah mais moi non ». Moi non, je ne marche pas. Je veux dire, quand quelqu'un vous dit « Oh, mais ça, c'est bien toi », si vous êtes comme moi, vous avez envie de filer des bouffes. Et puis après, vous dites quand même, il a peut-être raison. Bon, oui, mais voilà, il n'y a rien à faire. Donc, il faut en effet, là, cultiver les dispositifs d'écoute comme j'ai vu Marie-Françoise Dubois-Sacrispin, il faut des éditeurs qui publient des bouquins. Alors, juste, je vais rebondir par rapport à ça, mais à revenir sur ce que tu disais sur la poésie, puisque c'est pas sans l'amour, quand même, la fin du titre de ton ouvrage. Alors, j'ai une petite pique que tu as vue en te lisant, et notamment la dernière partie, puisque tu cites beaucoup Delphine Orviller, et je me suis dit... ça y est, il est tombé amoureux de Delphine Orviller. C'est un amour platonique, je le suppose. Comme un certain nombre de psychanalystes, je crois, puisqu'elle a même écrit Le rabbin et le psychanalyste, avec un petit peu d'humour par rapport à ça, puisqu'elle peut dire aussi de son intérêt pour la psychanalyse et sa discussion, et notamment avec des lacaniens. Et même sa connaissance, puisqu'elle a une certaine connaissance. Mais là où je voulais en venir, c'est que il me semble, ce que tu relèves et ce qui me semble essentiel, c'est son art, on va dire comme ça, de dire l'incomplétude de l'identité. Mais tout comme son art de parler d'un certain nombre de choses est extrêmement difficile de la mort. Voilà, c'est là quand même c'est un roman qui a, enfin un écrit, pas un roman, un écrit qui a fait. Et je me disais, alors c'est pas la poésie, mais c'est quand même c'est l'art du dire, du bien dire, et avec une simplicité. Et j'avoue que ce savoir-dire provoque quelques transferts amoureux, si on peut dire ça comme ça, et notamment des psychanalystes, parce que je pense que c'est aussi la difficulté pour le champ analytique de parler à tous, et parce qu'elle, quand même, de sa position particulière de rabbin, elle arrive à parler à tous, par son art de dire, je vais le dire comme ça. Et je pense que ça nous pose à nous, dans la communauté analytique, de vraies questions sur la façon dont on parle. Voilà. Je dois dire que je ne m'étais pas posé la question de savoir si elle avait fait une psychanalyse, mais peut-être parce que je pensais inconsciemment qu'elle avait fait une, j'en sais rien. En tout cas, ce qui m'avait frappé, et c'est ça qui m'a retenu, c'est qu'elle parlait juste. C'est-à-dire ce quelque chose. Mais je vais dire jusqu'à quel point. C'est quelque chose que je n'ai pas mis, parce que je n'ai pas su le mettre. Pas à propos d'elle d'ailleurs, mais auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est que dès qu'on cherche ce réel à l'enchasser quelque part, l'habit est de trop. Et si tu veux,
c'est pour ça que je trouve que les juifs non-juifs ont quelque chose d'assez fantastique, d'avoir dû porter un habit et d'avoir pu s'assurer de ce qui fait leur singularité en quittant l'habit. C'est peut-être ça qui les fait traiter d'antisémites. Il s'agit d'un au-delà, alors que... Et chez elle, je crois qu'il y a la limite du rabbinat, bien qu'elle est assez maligne pour dire à des moments donnés, je ne sais pas si c'est là où je l'ai entendu, elle a des formules très précises sur ce point-là, et notamment en faisant valoir qu'on ne se demande jamais, est-ce que tu crois en Dieu? Ce n'est pas une question chez les Juifs. Alors que ça n'est une, c'est la question, disons, dans le christianisme, en quelque sorte. Bon, donc, d'où l'idée, enfin, bon, parce que dans le livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que si à un moment donné même on a caricaturé les Juifs au féminin, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une sorte de collusion de la position féminine, de cette position qu'on leur prête, de la position que certains assument. Mais finalement, je me disais, voilà, c'était bon, je me disais que d'abord, il faut que chacun essaye de s'expliquer avec sa façon d'habiter le monde, mais ça ne suffit pas. Il faut tresser notre propre récit, parce que le sens, moi je pense que la vie n'a pas de sens, sauf un, celui qu'on est en train de construire maintenant, en parlant. Et donc il faut arriver à tresser ce récit avec le récit d'autres. Et Delphine Orwiller m'est apparue comme quelqu'un avec qui je pouvais tresser les choses. Alors comme elle est apparue juste à la fin, j'avais déjà tout écrit, il y a une espèce d'effet entonnoir qui n'est pas agréable, d'ailleurs pas forcément agréable, mais c'est comme ça. Bon. Je me rappelle avoir été en Colombie, visiter la maison de... Comment ça s'appelait? La maison de la mémoire, où les guérilleros, les paramilitaires, les paysans déplacés, les parents de morts ou de disparus, enfin disons tous les acteurs de cette guerre civile qui a duré des années, puis qui reprend par bout là d'ailleurs en ce moment, venaient pour parler, pas pour se convaincre, pas pour se pardonner même, mais peut-être pas. Je vais jusqu'au bout de ce que je vais dire. Ils essayaient de faire un récit dans lequel, qui puisse être commun à tous et respectueux des places de chacun. Le pardon, c'est affaire de chacun. Hein. Je ne suis pas contre le pardon, hein. Mais ce n'était pas mis au départ. Mais ceci dit, quand on est paramilitaire et quand on est FARC, accepter de se rejoindre, ça supposait d'avoir cédé pas mal de choses, hein, dans le sens du pardon, pour aller dans le sens de votre protestation. Donc moi, je pense que la tresse du social, ça supposerait un débat, vous voyez, ce débat qui nous est refusé à propos de n'importe quoi. Si on ne se parle pas entre nous, c'est foutu, quoi. Mais il faut commencer à parler à côté de chez nous, quoi. Ce que m'a dit cet ami j'ai rapporté le propos d'un ami qui se dirait aussi sûrement israélite, qui se dit. Et moi, je lui dis, mais il y a toujours eu de l'antisémitisme. Et lui, il faisait une division entre anti-judaïsme et antisémitisme, parce qu'anti-judaïsme, même quand l'Église persécute un tel, ou quand les Romains persécutaient les chrétiens, ils ne les persécutaient pas pour ce qu'ils étaient, ils les persécutaient pour leurs croyances. Si les chrétiens avaient accepté de mettre Dieu, Jésus, au Panthéon, il n'y aurait pas eu de problème. L'acte d'accusation, c'était athéisme. Bon, entre les Romains et les Juifs des premiers siècles. Par contre, la question, c'est en effet,
comment, dans cette espèce de duo infernal, d'un certain point de vue, entre le judaïsme et le christianisme, comment le judaïsme a viré à l'antisémitisme, c'est-à-dire à détruire celui qui porte ce signifiant sonore juif pour ce qu'il est et non pas pour ce à quoi il croit. Moi, c'est ça quand même, moi je me rappelle que... Monsieur, c'est signifiant du pouvoir, vous n'y pouvez rien. Si, non, mais oui, je critique pas ça. Je me rappelle simplement que les grandes eaux, qui sont des oraisons que l'Église catholique tenait jusque, je crois, à Vatican II, les Juifs étaient à l'Église traités de déicides et désignés comme ça à la vindicte. Bon, mais l'histoire est longue, en effet. Elle n'est pas finie. Bon. Afin de conclure la soirée, vous inviter à lire le livre dont nous avons parlé. Je mesure, après qu'on en ait parlé, combien il est compliqué, ce livre. Mais, et il y en a deux, mais combien il est essentiel et combien il débouche sur d'autres questions, dont celle du pouvoir. On imagine une suite. Pour patienter, il y a le numéro 51 de la revue Psychanalyse y es-tu sur les questions du pouvoir. Voilà. Vous venez d'entendre Marie-Jean Sauret à la librairie Ombre Blanche le 21 avril 2023 lors d'une rencontre autour de son livre paru chez RS, De la politique et de la psychanalyse, passant l'amour. Marie-Jean Sauret est l'auteur de nombreux ouvrages chez RS, parmi lesquels La Cité dans la psychanalyse, Débattre avec Pierre Bruno en 2021, La différence freudienne avec Pierre Bruno en 2019 ou encore La bataille politique de l'enfant en 2017. Réalisation et mise en onde de cette rencontre, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.